Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais dans les milieux politiques à Paris, la température monte. Et cela à 9 jours des élections cantonales. La version officielle, selon laquelle ces élections n'ont pas de signification politique, le président de la République l'avait encore affirmé la semaine dernière, paraît de moins en moins crédible au vu des prises de position des leaders de la majorité comme de ceux de l'opposition. Et il y a tout lieu de croire, Christian Guy, que d'ici le dimanche 7 mars, premier tour de ce scrutin, qui ne concerne, je le rappelle, qu'un canton sur deux, cette bataille ira en s'intensifiant et que le moindre événement exaspérera les passions. Ah oui, c'est vraiment le grand style mousquetaire. Parce que François Mitterrand et Jean-Pierre Fourcade s'affronteront ici même, sur Antenne 2, dans 4 jours. On a vu aujourd'hui Georges Marchais provoquer le Premier ministre Jacques Chirac et Robert Fabre jeter le gant à Michel Poniatowski. Après les petites phrases et les injures, la vie politique retrouve un côté vieille France, où le pré serait remplacé par le studio de télévision ou de radio. À cette différence près qu'on allait sur le pré pour s'expliquer entre soi et qu'on court au studio pour en découdre face à vous. Et c'est bien là qu'est le problème. Qu'à 9 jours des cantonales, la majorité a reconnu que la bataille était politique. Que la gauche retrouve les fourmillements de D'Artagnan, c'est un fait. Que la France soit brutalement démangée du même prurite en est un autre qui reste à démontrer. Bref, est-ce que cela vous passionne ou vous laisse indifférent? On pourrait faire un sondage, bien sûr. Ce ne sera pas nécessaire, je crois. Il suffit de se souvenir qu'en 1973, à ces mêmes cantonales, 46,6% des électeurs s'étaient abstenus. Alors, autant que les résultats proprement dits, il faudra surveiller ce que devient ce chiffre en 1976. Il dira si les têtes politiques avaient tort ou raison de s'échauffer ainsi. Les réactions passionnées provoquées par le voyage de François Mitterrand en Algérie peuvent, elles aussi, s'expliquer en partie par cette période électorale. D'autant que cette visite a, selon tous les observateurs, constitué un succès. Les porte-paroles de l'UDR et des Républicains indépendants s'en prennent plus ou moins vertement, selon leur tempérament, au premier secrétaire du Parti socialiste. M. Lucien Neuwirth, porte-parole de l'UDR, estime que François Mitterrand baisse. Il accepte de faire en Algérie de la figuration dans une pièce montée par d'autres. C'est dommage, conclut M. Neuwirth. Roger Chinot se déclare quant à lui profondément choqué par ce voyage du premier secrétaire du Parti socialiste. Pour le président du groupe parlementaire des Républicains indépendants, François Mitterrand, je cite, paraît cautionner ou reprendre à son compte les critiques adressées à la France sans même avoir pris la peine de s'informer auprès des responsables de son pays des motifs de l'attitude de la France. À Orly, à peine descendu de l'avion qui le ramenait d'Alger, François Mitterrand, visiblement irrité par ces critiques, s'en prenait directement à M. Chinot. Quand aurais-je critiqué la France? M. Chinot vous a reproché très vertement d'avoir critiqué... Qui est M. Chinot? Et d'avoir soutenu les critiques de l'Algérie. Je veux dire, en quoi est-ce que ce monsieur peut se permettre de parler au nom de la France? Qu'est-ce qui l'autorise? Quels sont les actes qui l'illustrent au point qu'il puisse s'identifier à notre pays? Est-ce qu'il n'aurait pas une petite rage raciste? Je me suis contenté de venir en Algérie 10 mois après le président Giscard d'Estaing. Est-ce que vous avez trouvé une motivation à la détérioration des relations entre l'Algérie et la France? Je crois avoir remarqué, sans rien inventer, simplement à vous lire, mesdames et messieurs les journalistes, que les relations de la France et de l'Algérie traversaient une phase dépressive. Faut-il critiquer le gouvernement français? Cela mérite une analyse. Il semble en tout cas qu'il ait fait des choix qui n'aient pas servi la coopération voulue depuis de longues années par les 3 présidents de la République, de la Ve République, et en tout cas par les 2 premiers. Le Premier ministre lui-même n'entendait pas rester en dehors de cette polémique. Sortant du conseil restreint qui s'est tenu ce matin à l'Élysée sur la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, Jacques Chirac ne dévoilait rien de ces discussions, mais en revanche tenait à s'exprimer à son tour sur le voyage de François Mitterrand en Algérie. Les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas des relations de parti politique à parti politique. Ce sont des relations d'État à État. Alors, M. Mitterrand semble avoir voulu s'informer du point de vue algérien sur ses problèmes et sur ses relations. Alors, j'imagine qu'il aura à cœur, dès son retour, de s'informer soit auprès du président de la République, soit auprès du ministre des Affaires étrangères ou du Premier ministre, du point de vue français sur ses affaires. Cela me semble logique.
La balle était dans le camp du Parti socialiste. Par qui allait-elle être renvoyée? Eh bien, tout simplement par le service de presse du parti, qui, dans un communiqué, tient à faire savoir que François Mitterrand n'a pas manqué de se procurer les informations nécessaires auprès des services compétents avant de se rendre en Algérie. À ceux qui seraient surpris de cette information, il faut dire que le Parti socialiste, comme tous les grands partis politiques, compte parmi ses membres et au plus haut niveau des hauts fonctionnaires qui ont accès aux dossiers de l'État. C'est une situation tout à fait banale dans de grandes démocraties comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. Cette femme, vous la reconnaissez sans doute. Il y a 4 mois, son image faisait pleurer la France. Depuis, elle est quelque peu oubliée. Et pourtant, Françoise Claustre est toujours prisonnière des rebelles Toubou dans le désert du Tibesti. Et si vous la voyez de nouveau sur votre écran ce soir, c'est parce que Jacques Chirac lui-même va se rendre au Tchad les 5 et 6 mars prochains. Ce voyage fait renaître bien sûr l'espoir quant à une libération rapide de Françoise Claustre. Inconsidérément peut-être, ce déplacement du Premier ministre semblant relever avant tout de la haute politique. Rappelez-vous, en plein désert du Tibesti, octobre 1975, un avion vient livrer au chef rebelle Hissène Habré 4 millions en espèces contenus dans cette mallette. En échange, Paris espérait obtenir la libération de Madame Claustre. Quelques jours avant, la France faisait parachuter pour 6 millions de matériel militaire. La coupe est pleine. Le général Maloum juge l'intervention des Français comme une atteinte à la souveraineté interne de son pays, le Tchad. Toutes les troupes françaises sont alors priées de quitter le territoire. Mais malgré Madame Claustre, la France ne peut pas se permettre de rompre ses relations avec le Tchad, qui occupe une position stratégique en Afrique, position clé pour les troupes françaises sur la route de Djibouti et de l'océan Indien, et puis bien sûr les succès soviétiques en Angola effraient l'Occident. Enfin, économiquement, l'importance des ressources en uranium au nord du Tchad, le Tibesti. La France a donc choisi de renouer le contact au plus haut niveau. Jacques Chirac se déplace en personne pour recoller les pots cassés. Le général Maloum, lui, en définitive, a obtenu ce qu'il voulait. Il nous le confiait il y a 4 mois. Est-il exact que vous ayez refusé de recevoir le Premier ministre français, M. Jacques Chirac? De qui avez-vous reçu ces informations? En ce qui me concerne, je n'ai jamais refusé de recevoir le Premier ministre Chirac. Avez-vous refusé de recevoir un autre ministre du gouvernement français? M. Ablin, M. Sauvagnargues, M. Gallet? J'attends qu'on m'envoie une correspondance. Voyez-vous, si on nous avait écoutés, on n'en serait pas là. L'Élysée, en voulant prendre en main l'affaire, a conduit l'affaire dans l'impasse. Les prix ont fortement augmenté en janvier dernier. Selon l'indice de l'Institut national de la statistique, le coût de la vie aurait progressé de 1,1% en un mois, la plus forte progression depuis un an. Accélération d'autant plus impressionnante que depuis quelques mois, on s'habituait à un net ralentissement. Plusieurs facteurs expliquent une telle flambée: hausse des tarifs publics, hausse des prix des produits agricoles et alimentaires, classique dans une période de froid, hausse des loyers, mais aussi, et c'est peut-être le plus préoccupant, hausse très nette des produits industriels, comme si la reprise entraînait une accélération des prix dans ce secteur. Interrogés par l'Institut national de la statistique, les chefs d'entreprise n'avaient d'ailleurs pas caché qu'ils s'attendaient au cours des premiers mois de 1976 à une reprise de l'inflation. En voilà le premier signe. Ce mauvais indice des prix de janvier pourrait renforcer la combativité des syndicats des entreprises publiques engagés dans une longue et dure négociation avec l'État patron. Déjà, des préavis de grève ont été déposés par les agents de conduite de la SNCF pour la période du 3 au 6 mars, tandis qu'à l'électricité et au gaz de France, on assiste actuellement à des mouvements de grève sauvages que la CGT et la CFDT tentent de canaliser en vue d'une action commune. Dans le secteur privé, après l'industrie chimique, l'inquiétude persiste dans la sidérurgie, où malgré une reprise des commandes de certains types de produits, des licenciements sont attendus dans quelques usines. Ainsi, à Tris-Saint-Léger, où l'usine du groupe Usinor
pourrait fermer partiellement, entraînant le licenciement de quelques 2000 ouvriers. Usinor, c'est 8 établissements très différents les uns des autres. Certains d'entre eux sont en assez bonne santé, malgré une année 75 médiocre pour tout le monde. Dunkerque, par exemple, est en expansion. 10 000 salariés produisent la moitié de l'acier Usinor, transformé en navires, en pipelines, en biens d'équipement. Denain, dans le Nord, se modernise et fabrique des tôles fines, transformées en automobiles, en matériel électroménager, en jouets, en biens de consommation. Try-Saint-Léger, en revanche, traverse une crise. L'usine de la banlieue de Valenciennes, 4300 salariés, ne va plus fabriquer de l'acier. Les hauts fourneaux et l'aciérie vont s'arrêter, 2000 personnes au moins vont être touchées. Valenciennes est une usine d'une structure ancienne, périmée du point de vue de la technique et qui malheureusement ne peut plus s'adapter aux techniques modernes. La raison principale pour laquelle cette adaptation n'est impossible, c'est en particulier la superficie de l'usine de Valenciennes sur laquelle on ne peut plus aujourd'hui construire les matériels nécessaires pour une bonne fabrication d'acier. En revanche, l'usine de Try-Saint-Léger continuera de transformer l'acier, c'est-à-dire fabriquer du matériel ferroviaire, sa production principale, des roues par exemple. Entre la direction et les syndicats, c'est là encore un dialogue de sourds. La direction dit « nous reclasserons les travailleurs à Dunkerque, à Denain ou ailleurs ». Les syndicats répondent « nous ne sommes pas du bétail pour être véhiculés comme ça. Et surtout, c'est l'existence de la région que vous mettez en cause ». Les décisions d'Usinor de supprimer la production de fonte et acier, entraînant la disparition de 2000 emplois, s'inscrit dans le cadre de redéploiement de la sidérurgie française, qui consiste à investir en bord de mer, à investir à l'étranger, à la recherche de super profits. Usinor, comme je l'ai dit, qui bénéficie d'aides financières importantes de l'État, n'a pas le droit, au niveau d'un conseil d'administration, de décider seul et de tout. Et nous disons qu'il est plus que urgent de nationaliser la sidérurgie dans Usinor. L'aciérie de Try-Saint-Léger fermera en juillet prochain. La suppression de 2000 emplois doit se faire par étapes. La CFDT veut réagir par des actions spectaculaires. La CGT estime qu'il est encore possible de discuter. Elle veut réunir autour d'une table les syndicats, les dirigeants de l'entreprise, les pouvoirs publics et les élus locaux. Mais personne ne répond. Les pouvoirs publics parce que Usinor est une entreprise privée et Usinor parce que sa décision est arrêtée depuis longtemps. Louis Guillot, l'un des ravisseurs du petit Christophe Mérieux, qui a été arrêté avant-hier à Paris, va donc coucher ce soir à la prison Saint-Paul de Lyon. Bien que les policiers restent particulièrement discrets sur la filière qu'ils ont suivie depuis 2 mois, on a toutes les raisons de supposer ce soir que la suite de l'enquête s'annonce difficile. Louis Guillot est ce qu'il est convenu d'appeler un homme du milieu. Il reconnaît sa participation à l'enlèvement de Christophe Mérieux, mais il respecte la loi du silence et refuse de parler d'éventuels complices. Une fois encore, donc, on parle du fameux gang des Lyonnais, dont Louis Guillot n'était d'ailleurs pas l'un des membres les plus redoutables. Une fois encore, on reparle de Lyon, devenu plaque tournante internationale du banditisme, mais aujourd'hui c'est pour souligner la satisfaction des policiers, nouvelle manière, qui ont pris la succession de ceux qui avaient été sanctionnés pour leur contact un peu trop direct et voyant avec le milieu. Après l'arrestation hier à Paris de Louis Guillot, l'enquête s'est transportée à Lyon, où l'on dit déjà que les nouveaux policiers, ceux qui ont remplacé les corrompus, commencent à rattraper le temps perdu. Louis Guillot est bien l'un des ravisseurs du petit Christophe Mérieux. Le père de l'enfant, Alain Mérieux, a reconnu sa voix la nuit dernière au cours d'une confrontation. Je suis arrivé hier au soir à 1h du matin des États-Unis et j'ai été mis en présence de 5 personnes de dos, portant des dossards, qui prononçaient des phrases, la même phrase chacun, et je reconnais qu'au dossard numéro 4 de dos, j'ai littéralement bondi de mon fauteuil, car j'ai reconnu formellement la voix qui m'obsède depuis d'ailleurs le mois de décembre. Cette voix que j'ai eue pendant 8 à 9 fois au téléphone, comme étant mon interlocuteur. Pour ce qu'on en sait maintenant, Louis Guillot aurait 5 ou 6 complices. Robert Mattei, toutefois, le patron de l'enquête, ne peut pas le confirmer pour l'instant.
Vous savez, je suis tenu, je vous l'ai dit, je suis tenu par le secret de l'instruction. Je ne puis donc que vous confirmer ce que vous savez déjà, et peut-être ajouter que Guillot, cette nuit, a reconnu sa participation à l'affaire. Voilà. Évidemment, pour nous, vous le comprenez, c'est très important, parce que c'est un coup que je crois sérieux, qui vient d'être porté au milieu lyonnais, qui fait tant parler de lui depuis quelque temps. Est-ce que vous pensez qu'il est le chef du gang des ravisseurs? Non, mais je vous demande de ne plus me poser d'autres questions. Je vous réponds celle-ci, non. Dans une ville où l'on compte 65 crimes de sang impunis depuis 10 ans, où des énigmes comme le meurtre d'Yves Marlaflèche et l'exécution du juge Renaud ne sont toujours pas résolues, l'arrestation de Louis Guillot va sans doute redorer le blason d'une police qui avait, après la suspension et la mise en retraite anticipée, des Javilliers, Tonneau, Isnard ou Simonin, perdu la confiance des Lyonnais. Pour un homme qui côtoie depuis une vingtaine d'années, dans cette ville, la justice, la police et le milieu, il n'y a pas lieu toutefois de se réjouir. Disons que la nouvelle police se veut probablement par antithèse un peu pure et un peu vertueuse par rapport à l'ancienne. Est-elle tout aussi efficace? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des services de police, mais sans doute une police ne peut-elle fonctionner sans informateur, sans être étroitement mêlée à la vie d'une ville. Et naturellement, toutes les mutations successives qui sont intervenues dans les services de police à Lyon n'ont pas favorisé cette implantation, cette connaissance du terrain. Alors sans doute, est-on à l'abri des quelques accros qui se sont produits et qui étaient sérieux? Cela signifie-t-il, pour autant qu'on en évitera d'autres à l'avenir, c'est le problème un peu des mains sales. L'ancienne, elle connaissait bien le terrain. Les juges ont dit qu'ils la connaissaient trop. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à Lyon, on peut encore faire une police sans messieurs Javilliers et Tonneau et sans les indicateurs? Certainement. Certainement, les indicateurs ou les informateurs de police ne sont que l'un des moyens de l'enquête et non pas le moyen unique de l'enquête. Et je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais que la ville se débarrasse de certains mythes. Eh bien, il faudrait peut-être qu'elle le fasse. Et je m'emploierai à l'y aider. Après le départ des corrompus, la police lyonnaise avait été épurée mais décapitée. Plus d'encadrement, plus d'antenne dans un milieu qui a éclaté géographiquement et professionnellement. Lyon est devenue une ville où les truands font la loi, où les clans rivaux règlent leurs comptes à ciel ouvert dans les rues et les bars. Les nouveaux policiers s'adapteront, avait déclaré le maire de Lyon, devant cette escalade de la violence. Est-ce aujourd'hui pour eux la fin du rôdage? Je puis simplement dire que dans les semaines à venir, tous mes efforts vont tendre vers un harcèlement de la grande délinquance, si vous voulez, pour parvenir à neutraliser les éléments malfaisants qui peuvent rester encore à Lyon et faire en sorte que ces miasmes empoisonnés qui pèsent encore trop sur la ville soient définitivement balayés. La situation se normalise de plus en plus au Portugal, où les conceptions démocratiques telles qu'on les conçoit en général dans les pays occidentaux semblent l'emporter. Les Portugais vont être en effet appelés à élire un parlement le 25 avril prochain. Cette date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'il s'agit du 2e anniversaire de la Révolution portugaise. Cette élection d'un parlement entraînera l'effacement des militaires qui avaient tenu en main les affaires du pays pendant près de 2 ans. Monsieur Costa Gomes, président du Portugal, signe le pacte conclu entre les militaires et les partis de la coalition gouvernementale. Cette signature et celle des leaders politiques consacrent le succès du pouvoir civil à Lisbonne et l'entrée du Portugal dans un système de démocratie à l'occidentale. Le 25 avril prochain, donc, les Portugais se rendront aux urnes pour élire leurs députés. Et 2 mois plus tard, ils désigneront au suffrage universel un président de la République dont les pouvoirs seront très renforcés. Le nouveau pacte consacre l'effacement des militaires et le retour de l'armée dans ses casernes, moins de 2 ans après le renversement de la dictature au Portugal en avril 1974.
Dans le même temps, à la forteresse de Péniche, la plus tristement célèbre des prisons portugaises, les derniers détenus ont été évacués. Il s'agissait d'anciens responsables de la PIDE, la police politique du régime Salazar. Pendant 30 ans, ils avaient eux-mêmes régné sur Péniche, où la seule évasion réussie fut celle du chef communiste Álvaro Cunhal. Les derniers prisonniers ont quitté la forteresse à bord d'un hélicoptère. Le premier quartet semble finalement avoir fait beaucoup plus de déçus que d'heureux. Les parieurs y étaient allés franchement, puisque les enjeux ont dépassé 60 ou approché 60 millions de francs. Enthousiasme douché par les rapports qui, pour tous les parieurs qui n'avaient pas su trouver la bonne combinaison dans l'ordre, ont été vraiment décevants. Heureusement que j'étais assis quand j'ai entendu ça, parce qu'on s'attendait au rapport du tiercé de deuxième classe, et non pas du tiercé de troisième classe. 26 francs 10 pour 1 franc, c'est absolument grotesque. Ça vaut même pas la peine d'investir quoi que ce soit. Le quartier, maintenant, c'est terminé. C'est le moment de créer les paris sur le football. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 ans que je joue aux courses et que c'est saturé. On était au maximum et on a changé l'opération au mauvais moment. Vous avez joué au quartier hier? Le tiercé suffisait. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ont été faits les calculs. Et pour eux, ils ont été volés. Ils sont déçus, ça prouve qu'ils ont été trop perspicaces, voilà tout. S'ils l'avaient été moins, le rapport serait plus élevé. Il y a beaucoup de gens qui touchent, alors ils touchent pas cher. Un quartet à 16 partants équivaut à un tiercé à 36 partants. Or, dans le désordre, vous l'avez payé au mieux 750 francs et au pire 75 francs. Est-ce que vous trouvez cela normal? Oui, je ne dirais pas l'important c'est de participer, je dirais l'important c'est de toucher. Ce qui est agréable pour le parieur de tiercé ou de quartet, c'est d'avoir résolu son petit problème. Et ça l'intéresse plus que le gain, je crois. Oui, mais toucher 75 francs alors qu'on leur avait promis monts et merveilles, c'est un peu décevant. Même 75 francs pour 5 francs ou pour 15 francs pour les combinaisons. Pour éviter une désaffection des joueurs lors du prochain quartet, n'envisagez-vous pas de modifier la répartition des sommes pour les gagnants? Dans l'immédiat, nous n'envisageons absolument pas de modification, mais je ne prétends pas que si les faits vous donnaient raison, ça nous le saurons plus tard, nous ne reverrions pas le problème. Eh bien, j'ai des bonnes choses et des choses agréables à vous dire en ce qui concerne le temps. D'abord, vous avez dû constater qu'il a fait beau en général, je l'espère en tout cas qu'il a fait beau chez vous. Eh bien, demain, ce temps très doux persistera avec des nuages et des brouillards matinaux, parfois tenaces, sur le nord-est et au nord de la Seine et du soleil après dissipation rapide, des brumes sur les autres régions. Et dimanche, les nuages seront un peu plus nombreux, certes, au voisinage de l'Atlantique, il y aura même quelques averses peut-être, mais ailleurs, le beau temps ensoleillé et très doux se maintiendra. Vers minuit, le dernier rendez-vous de notre journal avec Maurice Werther. Moi, je vous dis à lundi tout en vous souhaitant une excellente soirée.